Olivier Doucet, professeur à HEC Montréal, directeur associé au pôle sport. Je m'intéresse beaucoup à toutes les questions de gestion de la performance, leadership des gestionnaires, donc à la fois dans le monde organisationnel, mais aussi dans le monde sportif. Oui, Frédéric Lavoie, donc entraîneur-chef Équipe Québec pour les prochains Jeux du Canada. Je suis responsable du sport-études à l'Académie Les Estacades et directeur de la franchise des Estacades de la Mauricie. Bonjour, Pascal Dufresne. Je suis entraîneur-chef au Cégep Limoilou en collégial Division 1 et aussi entraîneur-chef de l'équipe du Québec hockey féminin aux prochains Jeux du Canada. Et aussi impliqué au niveau des directeurs de structure de la structure des As de Québec dans la LHEQ féminin. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Donc, comme première question, j'aurais envie de vous dire comment ça se traduit le leadership au sein d'une équipe? Ben, je peux me lancer. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de super important, le leadership au sein d'une équipe. D'avoir la chance aussi de travailler sur deux volets du leadership, c'est-à-dire d'un événement à court terme au niveau de Hockey Québec où on parle d'un leadership plus rassembleur sur une période de 10 jours où on va chercher des leaders qui vont apporter beaucoup à l'équipe, mais qui vont se coller puis qui vont être positives, etc. Puis de travailler aussi avec une équipe annuelle, ben c'est pas même le même type de leadership que je recherche annuellement. Là. Tu sais, je vais rechercher plus une leader organisatrice qui va être capable de bien gérer l'équipe, qui va s'assurer des suivis auprès des joueuses. Je vais être un petit peu plus dans l'organisation de l'équipe, quasiment un complément d'entraîneur adjointe là, au niveau de mon leadership, mais qui est aussi capable d'être rassembleuse et appréciée de tout le monde. Fait que, tu sais, c'est une dynamique qui est très différente dans les deux événements qu'on va vivre, là, puis je trouve ça intéressant, mais pour moi, le leadership dans une équipe est tellement essentiel que si ton groupe leader est fort, si ton groupe leader est reconnu puis il passe bien, ben, habituellement, ta saison se passe bien et tu vas avoir beaucoup moins de difficultés à passer à travers les épreuves d'une saison de hockey. C'est un petit peu ça mon introduction au sujet. Très d'accord avec Pascal au niveau de l'Équipe Québec. On a eu la chance de faire plusieurs camps là, depuis maintenant presque 2 ans pour apprendre à connaître l'ensemble des joueurs, pour que les joueurs aient la chance de prendre leur place dans le groupe, puis justement qu'ils aient la chance de démontrer un certain leadership à leur façon. Donc, je pense d'avoir fait plusieurs camps, ça permet justement là, autant au coaching staff de prendre leur place aux joueurs. Puis, on a énormément appris à les connaître. Puis je pense que c'est la base justement là, pour nous pouvoir leur enseigner aussi à être de bons leaders. Puis nous aussi démontrer du leadership envers le groupe. Fait que ça, c'est un. Puis au niveau de mon travail un petit peu plus au quotidien, qui est avec la structure des estacades, j'ai la chance de travailler avec les jeunes de l'Atome jusqu'au Midget 3. Donc, c'est très différent le leadership au niveau Atome et Midget, mais c'est très intéressant. Puis les coachs, on essaie d'avoir nos valeurs là, qui sont la famille là, à la base. Donc, c'est des bons pères de famille. Puis essayer justement de démontrer un bon leadership puis d'enseigner aux jeunes à l'être aussi. Fait que comme Pascal a dit, c'est deux choses très différentes, mais on sert à la fois de modèle là, dans les deux cas. Là. Si je peux ajouter mon grain de sel là-dessus, je trouve que c'est des super bons points, dans le fond. Puis, d'un point de vue gestion ou même d'un point de vue, les recherches sur le leadership dans les équipes sportives, dans le fond, vont souvent identifier des acteurs. Donc, les joueurs peuvent démontrer du leadership, le coach peut démontrer du leadership. Puis, donc, des rôles qui sont à la fois formels puis des rôles qui sont informels. Il y a des études récentes qui ont montré deux choses. En fait, dans les 10-15 dernières années, dans le monde organisationnel, on s'est aperçu pour différentes raisons. Un, le travail s'effectue beaucoup plus en équipe. Puis deux, il y a un changement de valeur dans la conceptualisation du leadership. Comment les jeunes voient ça, la génération Z, comment ils conçoivent le leadership. Ils n'ont pas eu les mêmes rapports d'autorité avec leurs parents, ils n'ont pas eu les mêmes rapports d'autorité avec... Fait que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des formes, il y a un courant de recherche sur le leadership partagé qu'on voit aussi dans la littérature sportive qui montre que finalement, lorsque le leadership est distribué dans l'équipe, donc il y a des rôles de leadership qui sont adaptés par plusieurs joueurs différents et par le coach, quand il y a une grande distribution, bien souvent ces équipes-là vont performer davantage dans le fond. Et ça permet aussi d'avoir des impacts importants sur la dynamique des équipes, là, des impacts
assez positif, dans le fond. Donc, je trouve ça super intéressant d'entendre mes collègues. Frédéric parlait aussi là, de donner l'exemple, ce qu'on appelle souvent le role modeling. Là. Donc, ça, c'est un des exemples importants qu'on va avoir. Quelqu'un qui est axé sur la tâche, qui va donner des conseils à ses collègues. On peut penser à un joueur qui va donner des conseils à ses collègues, qui va garder en tête, si on perd 3-0, ben là, il ne faut pas remonter la pente. Non, il faut qu'on se donne un but. Il faut essayer d'aller compter un but dans les 5 prochaines minutes. Donc, de ramener aussi à garder, garder en tête là, le processus et les objectifs de l'équipe. Donc, grosso modo, la recherche, elle semble identifier 4 rôles, là, donc axés sur la tâche. Il y a le leader motivationnel. On pourrait penser donc à, je ne sais pas moi, un Shea Weber qui était anciennement avec le Canadien ou un Brendan Gallagher, là, des gens qui se défouent corps et âme. Donc, même s'ils n'ont pas de lettres sur leur chandail, ben, c'est des gens qui vont motiver par leur comportement sur la glace, vont motiver l'équipe. Puis souvent, ce qu'on a tendance peut-être à oublier qu'on voit dans la recherche aussi, c'est les comportements hors glace. Donc, on voit aussi qu'il y a des comportements de leadership, qu'on va parler de leader social, donc dans une équipe. Puis ça, j'aimerais ça vous entendre, Pascal et Frédéric, sur donc quelqu'un qui va s'assurer que tout le monde va bien en dehors de la glace ou que dans une gang, par exemple, de jeunes, ben, qu'il n'y a pas 2-3 clics qui se forment, que on intègre tout le monde au même titre. Et finalement, ben, ce qu'on appelle plus le leadership externe, là, donc qui va quelqu'un qui est soucieux de la réputation de l'équipe, de dire ben, comment nos comportements à l'école vont avoir. On représente l'équipe pas juste sur la glace, mais au dehors de la glace. Donc, des gens qui vont être préoccupés par la réussite scolaire aussi, des gens comme ça. Fait que c'est un peu ça. Moi, quelque chose qui m'a interpellé dans ce que vous avez dit, Pascal et Frédéric, c'est aussi de dire ben, comment ça se développe justement le leadership, parce qu'il dit développement d'un leadership au sein d'une équipe, dit ça prend du temps quand même. Fait que c'est ça, un peu Pascal, ce que tu disais, sur une saison régulière, on a plusieurs matchs pour développer le leadership, mais quand c'est une équipe ponctuelle, quand on s'en va aux Jeux olympiques, quand on s'en va aux Jeux du Québec, ben, comment on fait pour développer ça en si peu de temps, finalement? Moi, ça m'interpelle. Ben, c'est sûr que c'est un défi, là. Frédéric en a parlé aussi, de bien identifier. C'est un choix qui, la personne où tu vas lui donner des responsabilités de leadership dans un événement que représente le Québec, les Jeux du Canada, il va falloir qu'on soit certain de la personne est capable de le supporter sur ses épaules. Mais moi, dans un événement à court terme demain, je vais vraiment chercher le côté rassembleur, le côté aimé de tous, le côté rassurante là, de la joueuse qui va... c'est un peu la maman de tout le monde là, qui va, dans les moments où je pense que dans un événement à court terme, l'entraîneur a un grand rôle de leader. Il n'y a pas de lettre sur son veston cravate, mais pas loin de là, dans un... Si j'étais gestionnaire de Hockey Québec, je me chercherais un entraîneur avec beaucoup de leadership parce que c'est dur de mettre ça sur les épaules d'une athlète ou d'un groupe d'athlètes. Fait que moi, je vais y aller plus sur le type de fille qui va justement être positive, que le monde apprécie, qui vont suivre en dehors des heures de glace, dans les activités sociales. Nous autres, au hockey féminin, l'aspect leadership social est extrêmement important. Là, moi, ça fait 20 ans que je gravite autour des filles et c'est un domaine où, oui, la vie sociale, on doit avoir une bonne vie sociale, une bonne équipe socialement intégrée pour pouvoir avancer. Fait que dans un événement à court terme, je vais vivre le même défi, là, excepté que je pense que l'entraîneur a un grand rôle à jouer. Je ne sais pas, Frédéric, si tu penses comme moi. Oui, exact. Donc, 2 mondes, encore une fois. Là, au niveau du hockey masculin, j'aurais tendance à dire, là, pour avoir vécu les derniers Jeux du Canada aussi, qu'on va peut-être être un petit peu plus à la recherche dans le leadership à la tâche, là, donc qui vont bien représenter l'identité de l'équipe, le genre d'équipe qu'on veut sur la glace. Donc, j'aurais tendance à dire comme ça qu'on peut-être prend une place plus importante, mais sans oublier le côté motivationnel ou social ou quoi que ce soit. Mais tant qu'à cibler, c'est tous les meilleurs joueurs du Québec qui vont être dans la même équipe. Donc, j'aurais tendance à identifier un petit peu plus ceux à la tâche qui représentent bien l'équipe.
Puis quand on regarde plus au niveau de mon travail de tous les jours, là, qui est avec la structure des estacades, mais nous, on s'est rendu compte qu'on avait les jeunes à partir de 6e année jusqu'en secondaire 5. Donc, on a statué en réunion qu'on ne met plus de capitaine assistant en bas âge. Donc, on y allait graduellement pour les aider à apprendre un petit peu à être c'est quoi un bon leader. Donc, on ne voulait pas mettre une pression sur les jeunes. Donc, puis oui, tout simplement pas de capitaine assistant. Puis les jeunes sont au courant, puis ils doivent démontrer leur leadership quand même. Puis on essaie de les guider à travers la saison. Là. C'est quoi être un bon leader? Quel genre d'action qu'un bon leader motivationnel à la tâche sociale peut prendre? Puis quand on arrive au niveau Bantam, Bantam première année, nous autres, on a nommé un groupe leader où est-ce qu'ils peuvent être identifiés par seulement des assistants. Puis habituellement, au niveau Bantam Elite, qui est rendu à 14 ans environ, là, si un capitaine est clair pour tous, ben, il peut être identifié suite à un vote ou le vote des entraîneurs aussi. Là. Fait qu'on y va graduellement aussi au niveau du leadership. Puis on a eu la chance d'avoir Félix Bélanger là, qui a fait un mémoire de maîtrise là, sur le leadership. Oui, tout à fait. Donc, dans le milieu sportif, fait qu'il nous a guidés un petit peu là-dedans aussi, puis il nous a aidés comme structure. Ça apporte quoi justement le fait de ne pas nécessairement identifier de leader comme vous devez voir, mettons, versus les années passées, puisque vous observez maintenant? C'est quoi ça génère au sein du groupe? Ben, nous, ce qu'on espérait en nommant des capitaines assistants un petit peu plus tard dans le processus, c'est de permettre à plusieurs personnes de prendre sa place. Puis on s'était rendu compte avec les années qu'on nommait un capitaine Pee-wee, puis qu'il se sentait obligé de l'être. Puis des fois, dans le parcours, malheureusement, d'autres prenaient plus de leadership ou quoi que ce soit. Donc, on ne voulait pas le figer, puis c'est pas figé dans le temps. Fait qu'on ne voulait surtout pas le figer nous-mêmes. Donc, on voulait laisser la chance aux jeunes de l'expérimenter. Puis honnêtement, on a parlé de distribution un peu tantôt, donc on se rend compte, je pense que les jeunes distribuent plus le leadership, puis c'est moins ciblé sur une personne. Fait que pour nous autres, ça a été très positif. Vraiment intéressant, je trouve ça tellement une belle idée. C'est la première fois que j'entends parler dans bas âge de ne pas imposer ça. Félicitations, je trouve que c'est une idée qui devrait se promener dans le temps à travers le hockey ou les autres sports aussi. Oui, parce que le hockey, c'est ça. D'autres sports, par exemple, comme le basketball, où il n'y a pas de capitaine officiellement nommé, donc c'est quand même propre à un sport. Puis ça m'interpelle beaucoup ce que vous disiez, Frédéric, parce qu'effectivement, justement, les recherches notamment de Félix Bélanger, pour ne pas le nommer, mais aussi d'autres recherches montrent que finalement, quand on parle de leadership dans l'équipe, le leadership des joueurs, plus il va y avoir une distribution large, donc plusieurs joueurs, une majorité de joueurs qui vont adopter certains rôles, donc que ces rôles-là ne seront pas concentrés autour de 3-4 leaders ou 2-3 leaders dans l'équipe. Bien, généralement, plus l'organisation ou plus l'équipe va performer, dans le fond. Donc, il y a cet aspect-là de dire, il semblerait que, donc, peut-être que traditionnellement, en nommant des capitaines puis des assistants, même s'il y avait un ascendant positif sur l'équipe, peut-être qu'on poussait certains jeunes à moins prendre leur place ou à se reposer davantage sur leur rôle formel des leaders en disant c'est eux les leaders, ils vont nous amener à bon port, dans le fond. Donc, je trouve que c'est une initiative vraiment, vraiment intéressante. Peut-être un point que je voulais apporter aussi, que moi, je travaille avec un groupe de 17 à 21 ans. Là. Même à cet âge-là, ils ont besoin d'être accompagnés comme leaders. Je veux dire, nous, on leur donne de la formation là, pour vraiment les aider à c'est quoi un leader, où qu'on doit intervenir, puis de leur donner des outils de la lecture, des outils de travail. Là. Nous autres, on s'en fait un devoir là, comme cégep là, d'aider nos capitaines et assistants capitaines à vivre des formations en leadership. Ça existe dans tous les domaines. Je viens des milieux de loisirs, de camps de jour, etc. Là, comment on forme les moniteurs, on parle beaucoup de leadership. Bien, je pense qu'il y a comme un rôle d'accompagnement qu'on laisse de côté des fois dans certaines équipes de sport où on dit « OK, on nomme des capitaines, on leur parle juste une fois par mois, puis ils ont un C. » Non,
quand c'est bien fait, quand c'est bien encadré, quand ils sont formés, bien, quand ils vont arriver universitaires, nous autres, on se fait toujours remercier comment nos athlètes étaient bien préparés, comment ils avaient vécu ça, puis ils étaient moins impressionnés quand ils passaient au niveau supérieur. Ça fait que de là que je rejoins Frédéric de bien les préparer, bien, quand ils vont arriver à la sortie du secondaire 5, à vivre des expériences midget 3 ou peut-être junior, bien, assurément, ces athlètes vont être mieux préparés. On a un devoir d'enseignant aussi là-dedans. Oui, puis je trouve ça super intéressant parce que c'est ça aussi, le leadership peut s'exercer de plusieurs façons. Tu sais, il y a différents rôles. Puis ce que les études tendent à montrer, c'est que c'est rare qu'une seule personne, que ce soit ton meilleur joueur ou que ce soit l'entraîneur, c'est rare qu'une seule personne va adopter tous ces rôles-là, dans le fond. Donc, qui serait un leader exemplaire. Mais qu'au contraire, on va voir qu'il y a certains joueurs qui sont plus, je ne sais pas moi, Joel Edmondson avec le Canadien de Montréal, qui est souvent vu comme on entend qu'il y a un grand frère, qui essaye de trouver une chanson qui caractérise chaque joueur. Tu sais. Ça, finalement, c'est comme le DJ officiel dans la chambre. Donc, tu sais, ça, c'est caractéristique d'un leader qui est un leader qu'on dirait social, là, dans le fond. Donc, c'est pas quelqu'un qui va être le meilleur nécessairement sur la glace ou qui va montrer l'exemple, mais qui amène quand même un facteur important là, dans l'aspect social que vous mentionniez, Pascal, là, tout à l'heure. Justement, comment on pourrait les instaurer, ces notions de leadership-là, selon le groupe d'âge? Est-ce que vous avez des suggestions à donner à nos entraîneurs des différents niveaux? Bien, je pense que de bien identifier les attentes, c'est souvent ça c'est quoi? C'est comme moi, au niveau collégial, mes attentes de leader, ils les connaissent. Puis j'essaie de leur retirer beaucoup de. Ils n'ont pas à. Pour moi, un leader à cet âge-là n'a pas à gérer des conflits dans une équipe, n'a pas à intervenir. C'est des gens qui devraient être des exemples à suivre, des modèles. Nous, on vit dans un milieu étudiant. Là, je ne vous cacherai pas que je vais toujours prendre un étudiant athlète. Là, quand je dis étudiant athlète, c'est autour de tout, elle est bonne à l'école, elle fait ses choses à l'école, elle n'a pas besoin d'être la meilleure note académique, mais qu'on est certain qu'elle va à ses cours et qu'elle livre la marchandise. Puis au niveau athlète, mais qu'elle va être capable de montrer l'exemple. Fait que, tantôt, Frédéric parlait sur la tâche, mais dans un milieu étudiant, c'est sûr et certain que c'est le type de leader, mais nous, on va définir vraiment les attentes auprès de notre groupe leader. Vous avez ça à gérer, ça relève de vous, ça relève de vous, ça relève. Puis moi, j'ai des réunions ponctuelles avec mon groupe leader. Je pense que c'est ça souvent qu'on oublie. Là, prenez le temps de jaser avec eux autres, puis ils ne sont pas là pour dénoncer ce qui se passe dans l'équipe, mais comment ça va? Prendre le pouls. Comme entraîneur, c'est tellement gratifiant d'entendre souvent. On part d'une direction, nous, les entraîneurs, à droite, puis l'équipe, des fois, quand tu vas chercher le pouls, bien, ils vont te ramener peut-être plus centré comme opinion, puis dire, OK, j'étais peut-être allé un peu trop loin, puis comme entraîneur, d'être à l'écoute de ton groupe leader pour te remettre en question. Ça fait que, tu sais, la communication est vraiment importante, puis je comprends que ce n'est pas tous les gens qui ont les notions pour aider à enseigner le leadership, mais il existe plein de documentation. Sur Internet, on peut trouver là, des textes et des formations pour aider ces entraîneurs, sans aucun doute. Encore une fois, un petit peu dans le même sens que Pascal, au niveau des plus jeunes, puis même des plus vieux, c'est de leur expliquer en gros les grandes lignes de c'est quoi être un bon leader. Là. On a parlé tantôt de motivationnel à la tâche sociale. Puis les jeunes se reconnaissent souvent. Là, ils vont en pointer 2-3 dans chaque catégorie. Puis je pense que c'est de leur faire comprendre que c'est pas fixe dans le temps. Là. C'est que il y a un certain apprentissage comme on apprend à patiner ou à lancer. Donc, certains jeunes qui pourraient se rendre compte qu'ils ne sont pas vraiment dans aucune catégorie où le niveau de leadership est peut-être plus faible, mais qui peuvent l'améliorer avec le temps, avec certaines actions. Puis, nous autres, on voit vraiment ça comme un apprentissage. Puis, au niveau midget, pour avoir coaché midget 3 pendant plus de 10 ans, je pense que c'est rare justement d'avoir un capitaine là, qui était motivationnel à la tâche sociale. C'était d'y enlever cette pression-là, puis de dire, regarde, toi, tu es plus ce type-là. Ça ne l'empêche pas de s'améliorer dans les autres, mais d'accepter de s'entourer, d'accepter qu'il y en a peut-être d'autres qui sont plus à l'aise dans certains rôles, parce qu'au bout de la ligne, dans une équipe sportive, on veut performer. Puis le jeune, il faut qu'il performe sur la glace. Donc, s'il se met trop de pression à être capitaine puis il ne performe plus sur la glace, on est quand même à côté un petit peu de l'objectif de mettre un capitaine à un jeune. Fait que je pense d'être conscient que c'est un apprentissage et d'essayer de les accompagner là-dedans. Là.
Puis je pense que c'est tellement important cet aspect-là. Ce que les études tendent à montrer dans le sport, c'est que les dynamiques d'équipe, dans le fond, sont tout aussi importantes, sinon même plus, que la somme des habiletés individuelles. C'est sûr, ça aide toujours à avoir un petit Sidney Crosby ou un futur McDavid dans son équipe, mais te dire, ben, à talent égal, s'il y a une équipe où il y a des clics, où il y a des conflits, où c'est pas réglé, ben, ça risque de peser sur le moral, puis à terme, d'avoir, de livrer une moins bonne performance sur la glace, dans le fond. Donc, je pense que c'est essentiel de gérer ça. Puis, moi, ça me fait revenir, là, puis même d'un côté organisationnel, les gestionnaires, c'est une erreur qu'on oublie tout le temps. On pense que nos attentes sont claires. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être ça aussi du côté de certains coachs, des fois, de dire, ben, on assume que le jeune, il sait, ou la jeune, elle sait qu'est-ce qu'elle doit faire sur la glace, mais de répéter constamment nos attentes pour ne serait-ce qu'enlever de la pression à quelqu'un qui s'en met trop ou d'en mettre un petit peu plus à quelqu'un qui s'en met pas assez. Moi, je pense que ça, c'est un des rôles importants pour d'un coach, dans le fond. Puis sur ce point-là, on parlait de formation tout à l'heure, formation de la faire lire des documents ou de la formation pour les jeunes pour les joueurs sur le leadership, mais je verrais très bien aussi une espèce d'activité de team building où on pourrait demander, mettre les jeunes en petits groupes, puis demander d'identifier, puis de dire c'est quoi les caractéristiques ou les rôles de leadership que je te reconnais, puis que les jeunes s'en parlent, parce que des fois, moi, ce que je pense qui est intéressant, c'est que je ne suis pas sûr à quel point le jeune, puis ça, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, mais je ne sais pas à quel point les jeunes, ils sentent ou ils savent, est-ce qu'ils ont la maturité de reconnaître, OK, je suis tel type je suis un leader motivationnel, puis c'est ça ma force dans l'équipe. Des fois, de se le faire dire, j'imagine, ça fait du bien, puis dire, ah oui, OK, j'ai cet ascendant-là sur l'équipe, je n'avais pas réalisé. C'est ça, je ne sais pas à quel point les joueurs ou les joueuses sont souvent conscients de leur propre force ou de leur propre leadership. Ben, sans aucun doute, en tout cas, moi, je crois beaucoup à la valorisation du groupe leader. Moi, je leur donne des privilèges sans que l'équipe soit au courant, mais le privilège de savoir bon, c'est quoi qui s'en vient dans ton plan, coach, et on le doit de me le demander. C'est quoi ton plan dans les prochaines semaines? Puis de leur donner une coupe de bride en disant, ben, regardez, on s'en va vers ça. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire passer la pilule dans l'équipe un peu? Puis ils se sentent très valorisés, puis ils sont très contents de voir qu'ils en ont un petit peu. Puis c'est vrai ce que tu dis, souvent on a des réactions d'athlètes que tu dis, ben moi je te vois là, puis je te vois pour ces raisons-là qu'en tant que groupe, en tant que personne dans le groupe leader, puis on voit des réactions, là, des yeux dans l'eau, puis peut-être la première fois de leur vie qu'ils réalisent que ah oui, je peux aller là. Oui, tu peux aller là. Puis il y a une affaire que tu as dit qui était super intéressante, Olivier. Moi, je dis tout le temps la même phrase à mes équipes. Une équipe championne, on a rarement une histoire qui est négative. T'sais. Dans l'histoire du sport, là, dans tout sport confondu, quand il y a une équipe championne, il y a tout le temps une belle histoire de leadership qui vient avec. Rarement, on a dit on gagne un championnat, mais on avait la pire équipe, la pire ambiance, les clics, puis c'était tout des ça. On a tout le temps une belle histoire, puis ce groupe-là était spécial. Ils ont gagné l'or parce qu'il était comme ça. Puis, moi, j'ai gagné l'or aux Jeux du Canada, Frédéric aussi, puis il se passait de quoi qu'on n'est même pas capable d'expliquer. Tu sentais là, que s'il se passait de quoi autour de l'équipe au niveau leadership, au niveau de l'ambiance dans l'équipe, c'est tellement vrai. Puis à chaque fois que tu vis un échec comme entraîneur, ben, tu découvres que ton leadership était affecté à certains niveaux des fois. Fait que, je dis pas que c'est 100% que les histoires sont de Walt Disney, mais en grande majorité... on entend souvent, chaque personne avait sa chaise, tout le monde, chaque personne était sur son X, tout le monde avait la bonne chaise. Je regarde la Coupe Stanley, l'année des Blues de Saint-Louis, il doit s'être passé de quoi pour passer de dernière position à Noël, quelle remontée, d'aller gagner la Coupe Stanley, il s'est passé de quoi dans l'équipe, c'est sûr. Moi, je me souviens un Benoît Gros qui racontait... pour gagner un championnat dans la Ligue junior majeure du Québec, il faut que tout tombe en place. Il faut que ton groupe leader, il ne faut pas être de blessure. C'est comme, il y a tout le temps une belle histoire. De là, l'importance à tous les niveaux de raconter
de raconter ces histoires-là puis d'expliquer aux gens, le leadership dans ton vestiaire, il est vraiment important. Exact, ça me fait penser, ça bifurque un peu sa cohésion, là, mais chez nous, on a eu Stéphane Perrault qui nous a donné un gros coup de main quand j'étais au Midget 3, qui est un consultant en psychologie sportive. Puis il m'a fait réfléchir beaucoup sa cohésion. Puis comme d'entrée de jeu, je vous ai parlé un petit peu, j'étais un petit peu axé sur la tâche, mais je crois beaucoup à la cohésion à la tâche, là, dans le sens que les jeunes trouvent des moyens de bien collaborer ensemble sur la glace puis de bien réagir. Donc, c'est dans le leadership aussi un peu, dans les moments d'adversité ou lorsqu'on a une avance, c'est comment bien se comporter. Bien, souvent, ça va amener une cohésion sociale automatiquement quand on a un certain succès sur la glace au niveau de la cohésion sociale. Fait que c'est l'œuf ou la poule, là, mais moi, je suis un petit peu croyant que lorsque ça va bien sur la glace, souvent, ça va bien à l'extérieur aussi. Là, donc, j'aurais tendance à mettre un petit peu plus d'énergie sur la cohésion. Non, c'est clair, c'est un facteur majeur là, dans tout ce on parle de climat sain, là, on parle de cohésion, on parle de confiance. Hein, justement, même, oui, confiance avec le petit groupe de joueuses là, dont Pascal, tu parlais que tu t'assois souvent avec elles pour jaser et avoir le pouls de l'équipe au complet. Mais c'est ça, si à un moment donné, il y a des comportements conflictuels, des comportements d'intimidation, des choses comme ça, ben, sans entrer dans une logique de dénonciation, est-ce que, on a beau donner l'exemple, dire que c'est important l'intégrité dans le sport, tout ça, mais est-ce que les gens vont se sentir à l'aise de le dire, puis de dire, non, j'ai la maturité d'un kid de 15-16 ans, mais je reconnais que c'est important et que ça va contre les valeurs de mon équipe. Fait que c'est important d'en parler et de l'adresser, dans le fond. Donc, je pense, au-delà même, oui, la cohésion va faciliter la performance sur la glace, mais va aussi créer un environnement de confiance ou même, on va parler souvent de sécurité psychologique, donc de dire, je vais oser lever la main si ça ne va pas. Moi, comme joueur ou comme joueuse, ou si je vois ou je sens que ça ne va pas dans l'équipe, dans le fond. Donc, ça, c'est encore plus intéressant, je pense, d'un point de vue coach, parce que là, on a une relation encore plus près de notre équipe, puis le pouls encore plus exact de la chambre ou de l'équipe. Ça va dans l'attitude au quotidien, je pense, de l'entraîneur, dans des moments peut-être qui vont moins bien ou dans les premières réactions dans l'année à un petit peu d'adversité ou justement que certains joueurs lèvent la main. Donc, si la porte est très fermée, c'est clair que là, le climat va être plus tendu. Mais je pense que ça va dans le savoir-être, dans les attitudes que l'entraîneur va démontrer son leadership. J'ai une formation, j'ai un bac en enseignement d'éducation physique, j'ai fait une maîtrise en activité physique. Donc, c'est clair que mon background fait en sorte que quand je suis entraîneur, pour moi, c'est un milieu d'éducation. C'est comme un petit peu quand je suis enseignant. Donc, ça a tout le temps été clair qu'à l'Arena, le genre d'attitude que je pouvais avoir, c'était la même qui est à l'école. Puis, je pense que le milieu de l'éducation, depuis plus longtemps, a démontré une certaine ouverture, puis un non laissé aller sur certains comportements d'intimidation. Fait que peut-être qu'au hockey, ça perdurait un petit peu plus longtemps, mais en tout cas, dans notre culture d'organisation, c'est clair qu'il faut que les jeunes se sentent à l'aise de parler puis de dénoncer. Je pense que c'est de mieux en mieux aussi là, à ce niveau-là. Puis ça m'a fait penser l'intervention que tu viens de faire. J'aimerais ça vous entendre parce que nous, d'un point de vue dans les organisations, dans le fond, là, je ramène tout le temps, c'est de là que je viens, dans le fond, du monde organisationnel, mais on voit aussi, les modèles traditionnels de leadership plus top-down fonctionnent moins bien aujourd'hui. Notamment, les jeunes, comme je disais au début, n'ont pas les mêmes rapports hiérarchiques avec les figures d'autorité, les profs, avec leurs parents. Est-ce que vous avez vu ça dans les dernières années, qu'un rapport plus top-down où, bon, le coach, voici les schémas de jeu, voici comment on va faire ça, voici... est-ce que vous avez senti ça comme coach, de dire que soit une moins bonne réceptivité de mes anciennes méthodes ou, est-ce que je ne veux pas vous mettre sur le spot, mais ça m'interpelle. Là. Sans aucun doute. Moi, je le vis, le générationnel, il est frappant. Dans le monde du sport féminin, d'une figure masculine, comme moi, c'est impossible de penser que je pourrais être un bon leader sans être accompagné de
adjointes féminines au terrain à l'intérieur du groupe. Puis des adjointes qui sont dans leur génération. Comme moi, mes adjointes ont moins de 30 ans. Ben, dans l'intégrité de l'équipe, ils vont s'identifier plus à eux, puis c'est tout à fait normal. C'est quand même ça a été un gros changement d'attitude comme entraîneur, puis ça m'a challengé énormément, ce volet-là, moi, de devoir m'ajuster à être, OK, il y a des notions qui voyagent bien dans le temps, mais il y en a d'autres qu'il faut revenir à un niveau, il faut s'adapter à eux. Puis ben, ça a été de m'entourer de gens qui sont plus groundés sur cette génération-là pour être capable. Puis ça a bien passé par après, tu sais. On a vu vraiment la manière de faire les choses, puis que c'est venu stabiliser l'équipe au niveau leadership, intégrité, d'avoir des gens plus jeunes autour du groupe. Mais dans le sport féminin, c'est vraiment je pense que c'est plus présent que dans le sport masculin, un peu ce que ta question. Fait que, il a fallu s'adapter, on n'a pas eu le choix. Ben, pour avoir été peut-être un peu plus au niveau midget là, pendant une vingtaine d'années, que j'ai peut-être une vision, c'est certain qu'à l'époque, le type de leadership plus autoritaire avait probablement plus de succès. Les jeunes étaient plus enclins aussi à répondre à ce genre d'autorité-là puis de leadership-là. Puis au fil des années, on a vu que c'est le genre de message qui passe plus. Là. Les jeunes sont plus au courant, sont plus avec les médias sociaux. Donc, ils veulent être plus impliqués dans la prise de décision. Donc, je pense que oui, si on prend un entraîneur des années 80 où probablement la plus belle qualité qu'il va avoir, c'était d'être très autoritaire puis que ses équipes fonctionnaient bien comme ça, mais aurait de la difficulté en 2020 là, à fonctionner de la même façon parce que les jeunes ne réagiraient pas aussi bien à ce type de leadership-là. Là. Puis je pense que la Ligue nationale a changé, les ligues juniors ont changé aussi. Je pense qu'on est rendu là, puis c'est aussi plaisant là, dans le sens que pour avoir vécu un petit peu plus une époque autoritaire, donc il y avait quelque chose de le fun d'avoir les équipes marcher, puis les jeunes étaient bien là-dedans aussi à l'époque. C'était pas nécessairement... Il y a eu de l'abus, mais il y a eu des belles choses aussi. Oui, tout à fait. Puis c'est un changement de valeur, finalement. C'est pas qu'avant c'était mauvais, puis aujourd'hui... Ils voulaient avoir un cadre, ils voulaient que ça soit rigide, puis ils voulaient s'en aller là-dedans. Tandis que maintenant, je pense que les jeunes sont plus confortables dans un cadre un petit peu plus ouvert, puis c'est bien comme ça, puis c'est le fun, c'est aussi le fun à travailler. Puis, tu sais, je parlais avec un collègue il n'y a pas longtemps qui disait qu'il avait voulu amener un nouveau genre d'avantage numérique, puis pour se rendre compte que les jeunes voyaient à la télé le 1-3-1, puis que pour eux autres, c'était inconcevable de jouer d'autres choses que ça. Donc, sans communication, tu te demandes, voyons, les gars embarqués, mais c'est ça, à cette heure, ils sont au courant même des stratégies, donc il faut que tu fasses partie du processus. Sans aucun doute, les impliquer, puis on fait partie d'une génération qui veut comprendre où tu t'en vas, de comprendre les actions, pourquoi tu fais cette action-là, puis c'est drôle, ça m'est arrivé hier. On s'en allait jouer à Montréal, 2 de mes leaders sont venus me voir, puis ils ont dit, on n'a pas compris ça vendredi dans ta décision de... Puis j'ai expliqué mon point de vue, puis on dit, ah, OK, on vient de comprendre. Mais coach, on ne pense pas que les 15 assis en avant, ils comprennent eux. Fait que peux-tu clarifier ça avec tout le monde? Puis c'était très convivial comme discussion, puis OK, les autres, ils avaient vu ma décision d'une autre manière, de moi de prendre le temps de l'expliquer puis de dire, ben en tant qu'entraîneur-chef, j'ai pris cette décision-là dans des actions futures qui vont nous aider. Ah, on ne l'avait pas vu comme ça. Je l'ai vécu hier. Il fallait qu'ils comprennent la décision que j'ai prise sur le moment présent pour être capable de la valider puis de dire, OK, on va endosser puis on va te backer. Mais ça c'est super intéressant parce que moi, je trouve que c'est un exemple vivant. On parlait de cohésion puis de confiance. S'il n'y a pas de confiance dans l'équipe, il n'y a pas 2 joueurs qui s'en viennent te dire ça, Pascal, puis finalement, il y a du monde qui se pose des questions, qui remettent en question. Fait que quand on parle de l'engagement des joueurs, des joueuses dans les équipes, qu'on parle dans les schémas de jeu, dans les stratégies, ben je pense que ça part de là aussi, là, d'expliquer, oui, le schéma, mais pourquoi on pense que c'est le meilleur, nous, tu sais. Puis après ça, d'en jaser là, avec notre équipe. Mais tu sais, là, 20 ans, probablement, j'aurais dit retournez vous asseoir en avant, je n'ai pas m'expliquer dans ce que je fais. Je veux dire. Moi, je coach, toi, tu joues. C'est ça.
C'était ça là, avant le rôle de l'entraîneur. Personne n'aurait osé de se lever pour aller poser cette question-là. Là, fait que, c'était juste pour vous mettre en lumière ce qu'on vit un peu plus aujourd'hui. Puis avant de terminer, messieurs, si vous aviez un conseil à donner à nos entraîneurs qui nous écoutent aujourd'hui sur comment justement instaurer, ou du moins s'ils sentent qu'il y a un climat qui est peut-être un petit peu moins positif, comment ils peuvent instaurer un leadership positif au sein de leur groupe? Je vais laisser Frédéric commencer cette fois-là. Ben, tu sais, le conseil que je pourrais donner aux entraîneurs, c'est de ne pas avoir peur de s'entourer. Je sais que certainement, dans l'hockey mineur, des fois, c'est plus difficile, mais de ne pas hésiter à parler avec le monde qui les entoure. Faire confiance aux jeunes, les écouter. La communication, on a parlé tantôt, mais c'est important, mais d'avoir un système qui fait en sorte qu'on s'assure de parler régulièrement avec ses joueurs. Là. Donc, ça peut être un horaire qu'à chaque semaine, on prend 5 minutes avec chaque jeune pour discuter avec lui. Puis, le figer dans le temps pour être certain qu'on le fasse. Parce que des fois, on peut parler beaucoup à un ou à l'autre puis oublier qu'on parle moins avec d'autres. Donc, d'avoir un bon pouls du groupe, je pense, c'est de parler avec l'ensemble du groupe. Puis, de laisser les jeunes être des jeunes, dans le sens de c'est normal qu'ils se trompent des fois, puis de leur faire confiance justement dans leur apprentissage du leadership. Ça, pour moi, ben, je suis entièrement d'accord, je m'en allais à la même place. Je travaille au cégep, puis j'encadre des équipes de sport dans tous les sports, puis on se rend compte des fois que des rencontres individuelles, les entraîneurs d'expérience, ils n'en ont pas fait une pendant 6 mois. Là, le premier conseil, c'est de prendre le temps. C'est ça, Frédéric a tellement raison. Ça n'a pas besoin de durer 3 jours, là, 5 minutes avec chaque joueur, de dire comment tu vas, juste comment tu vas, ça va-tu, puis des fois, tu vas aller chercher l'information super importante. Puis mon deuxième conseil, ben c'est nous, on parle beaucoup de culture d'équipe en 2022, là, d'instaurer des valeurs d'équipe. Ben, moi, je crois beaucoup à l'honnêteté et la transparence. Si moi, comme leader, je suis honnête et transparent, nous autres, la culture de notre équipe, c'est on ne laisse pas traîner les choses. On dit les choses comme ils sont. Puis, à la base de tout, ben, des fois, c'est peut-être pas correct ce qu'on va dire ou que tu n'aimeras peut-être pas ça, mais on ne laissera pas traîner. Je pense que de se faire d'être honnête et transparent comme entraîneur, c'est vraiment important. Puis, c'est nous qui est le premier leader à démontrer ça. Ça fait que si on est infaillible là-dessus puis sans reproche, ben, je pense que le groupe va suivre un peu. Fait que je conseille aux entraîneurs, soyez honnêtes, soyez transparents. Puis, de rentrer dans le vestiaire là, puis de dire ben, je me suis trompé, gang, désolé, j'ai fait un mauvais choix. On met ça derrière nous, c'est une erreur de coaching, puis go, on passe en avant. Mais moi, je suis capable de le faire, puis je vis très bien avec ça. Puis des fois, le groupe est vraiment surpris de dire ah, OK, il admet son erreur, lui, là. Ben oui, c'est ça. On n'est pas parfait, nous autres non plus. Fait que conseille aux entraîneurs d'être honnêtes et transparents. Moi, j'ai mon fils qui joue dans le basket, puis le droit à l'erreur, c'est important. Puis c'est un point tel que quand tu critiques maintenant un autre joueur parce qu'on veut garder un esprit positif, ben là, tout le monde fait des push-ups dans le fond. Fait que là, c'est un point tel que je me dis, ouais, mais attends, là, des fois, si tu veux donner un conseil à un autre joueur, où est la critique, puis où est le conseil pour t'améliorer, dans le fond? Donc, moi, je pense une culture où on tolère l'erreur, ben, quelle plus belle façon de l'incarner en se disant, quand on s'est trompé, de l'admettre comme coach. Là. Ça, je pense, ça donne l'exemple. Donc, moi je dirais, c'est donner l'exemple. On parle de valeurs ou de culture d'équipe, ben, d'identité d'équipe, ben, il faut les incarner, ces valeurs-là, soit comme coach, soit, puis l'idée des one-on-one, de rencontrer individuellement certains ou plusieurs de ces joueurs à des fréquences régulières. Je pense que ça permet aussi de donner des missions pour incarner ces valeurs-là, puis de donner, de dire, ben, regarde, hey, toi, j'aimerais ça là, pour les prochains 10 matchs, là, fais telle affaire ou concentre-toi sur telle chose pour exemplifier, on peut de ça donner l'exemple, dans le fond, de donner l'exemple là-dessus. Puis, tu sais, peut-être, moi, mon mot de la fin, dans le fond, il ne faut pas sous-estimer l'importance que le coach peut avoir sur les dynamiques d'équipe. Les recherches en gestion, là, ce qui tendent à montrer, là, c'est qu'un gestionnaire sur la performance des individus dans son équipe, l'impact direct du gestionnaire sur la performance, sur ce que l'individu livre, on parle de 25 à 35 % lui est directement attribuable par son côté motivationnel, par son leadership. Et donc,
Et quand on parle d'engagement, de mobilisation, de dynamique d'équipe, ben là, ça monte à 70 donc, les coachs ils ont un rôle majeur, je pense, dans la dynamique d'équipe, dans l'instauration de cette dynamique-là. Donc, il faut voir à la fois comme tacticien, mais à la fois comme gérer une culture, gérer un climat d'équipe, dans le fond. Au-delà des schémas de jeu, je pense que c'est un rôle fondamental de leadership des coachs.